C'est un poète que nous honorons aujourd'hui. Il est mort au petit matin, 5h20, dit le bulletin officiel. 3/4 de siècle auparavant, en vacances en Croatie, contemplant une île qui lui rappelait sa Martinique, il avait écrit « Au bout du petit matin, une vieille vie, menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement. » Eh bien, au bout de ce petit matin-là, la ville plate étalée, comme il disait, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante, attendait en silence l'annonce du décès de celui qui avait été son maire pendant 56 ans. L'agonie avait commencé 7 jours plus tôt. Le 10 avril 2008, il avait été hospitalisé. Le 12, la rumeur de sa mort avait couru. Le 17, au petit matin, le monde apprit qu'Aimé Césaire n'était plus. Et alors, fait extraordinaire, l'émotion et la tristesse qui étreignèrent les cœurs de tous les Martiniquais, blottis sur leur île, gagnèrent le cœur de tous ceux dans le monde qui, de loin, parfois même de très loin, avaient reconnu dans la voix de cet homme l'une des expressions les plus pures de l'universalité de la conscience humaine. La Martinique pleura, elle venait de perdre son père, les Antilles pleurèrent, la France pleura car elle venait de perdre l'un de ses enfants qui lui faisait le plus honneur. L'Afrique pleura comme elle avait pleuré Senghor, peut-être plus, parce que c'était une figure plus lointaine et par conséquent plus émouvante. Une foule immense accompagna son cercueil à travers les rues de Fort-de-France. On le déposa au milieu du grand stade qu'il avait fait construire. Et pendant 2 jours, les Martiniquais, du plus célèbre au plus humble, vinrent s'incliner devant sa dépouille. 20 000 personnes se rassemblèrent pour le dernier hommage. Et tous ceux qui ont été dans cette foule martiniquaise ont perçu ce sentiment étrange que chacun avait d'être subitement devenu orphelin. Il n'y avait pas que les vieux qui le connaissaient depuis toujours. Il n'y avait pas que ses anciens élèves du lycée Schœlcher qu'il avait tant admiré. Il n'y avait pas que ses amis qu'il avait tant aimés. Il y avait aussi la jeunesse. C'étaient au fond les descendants des esclaves, les petits-enfants des colonisés. Ils avaient au fond d'eux-mêmes cette blessure secrète dont leurs parents avant eux avaient tant souffert et avant eux les parents de leurs parents. Et cette jeunesse qui était née trop tard pour l'avoir bien connue et pour avoir partagé ses combats mesurait tout à coup dans le silence du deuil qui enveloppait toute l'île le rôle immense que cette voix familière qui venait de s'éteindre avait joué pour elle. Mais ce ne fut pas seulement le combattant inlassable de la cause martiniquaise et de la négritude que la foule pleura. Ce ne fut pas seulement aux vieux lutteurs politiques, ce ne fut pas seulement aux maires, aux députés que l'on rendit hommage, ni aux grands poètes. Ce jour-là, ce fut aussi au souvenir de l'homme, Aimé Césaire, l'homme bon, l'homme gentil, l'homme généreux qu'il avait été, qu'à l'hommage émouvant de la foule. On se rappelait sa porte ouverte à tous, le défilé ininterrompu à la mairie de tous ceux qui avaient des problèmes et qui ne voulaient en parler qu'à lui seul, parce qu'au fond, il n'avait confiance qu'en lui seul. Quand une femme du peuple vient se plaindre, disait-il, je commence par le prendre mal. Puis je me dis, il faut la comprendre, voir dans quelle situation elle se trouve. Je cherche malgré tout une solution. C'est une affaire d'attitude à l'égard de la souffrance humaine.
Un jour, il a dit quelque chose de très juste, de très beau, à propos du reproche qu'on lui avait adressé de faire le petit maire. Il y a de la grandeur dans la petitesse, dans les petites choses, dans la moindre chose il y a de la grandeur, à condition qu'à l'horizon, il y ait un but. Il aimait les plantes, il aimait les arbres. Il disait, parmi les choses qui m'émeuvent le plus, il y a les arbres. Mais il aimait les gens. Il aimait partager leur joie, leur peine. Il se mettait à la portée de chacun. Tout était vrai. Le peuple percevait cette sincérité et la lui rendait bien. On ne comprend pas Aimé Césaire. Et l'on ne peut pas comprendre pourquoi les gens l'aimaient tant si l'on ne voit pas son amour pour la vie et son amour pour les gens. L'humanisme chez lui ne fut pas une théorie, ce fut une pratique. Il avait chevillé au corps et à l'âme ce respect de la dignité humaine. Un jour, on lui envoya le questionnaire de Proust. Il le retourna avec cette réponse. À vrai dire, je ne sais que répondre. C'est dans mes poèmes les plus obscurs, sans doute, que je me découvre et me retrouve. Et qui peut le découvrir, sinon vous qui me lisez? Tant de sincérité lui a fait une place dans la littérature et dans la politique. Quand il s'est dressé, quand il s'est mis en colère, c'est arrivé souvent. C'est qu'il ne pouvait plus se taire. Cette sincérité dérangeait tous ceux qui étaient hantés par l'esprit de système. Et il réclama le droit de se contredire. On le lui refusa. Il disait, j'ai une déformation, je réfléchis et je raisonne. Et aussi, il faut être honnête. Il voulait l'être avec lui-même, on ne le comprit pas toujours, on le lui fit payer, mais il n'en démordit pas. La foule pleurait cet honnête homme. Oubliant les divisions, les déchirures du passé, la Martinique rassemblée dans une unique prière formait ce jour-là un seul peuple, porté par un seul élan. Au fond, elle avait ce jour-là le visage qu'Aimé Césaire avait toute sa vie rêvé de lui donner. Dans la tristesse des regards, on lisait cette fierté d'une identité enfin reconquise pour laquelle il s'était embattu. À liberté, à égalité, à fraternité, j'ajoute, disait Aimé Césaire, toujours identité. Car oui, nous y avons droit. Je pense, poursuivait-il, à une identité non pas archaïsante, dévoreuse de soi-même, mais à une identité dévorante du monde. Cette identité retrouvée fut la source où le poète alla puiser ce chant funèbre et magnifique qui est gravé sur la petite tombe du cimetière où il repose, au milieu de ces chers Martiniquais. J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un long silence, j'habite un voyage de 1000 ans. Tout avait commencé un soir de juin 1913 à Basse-Pointe, quand Marie Césaire mit au monde le deuxième de ses 7 enfants, prénommé Aimé. Son père Fernand était receveur des contributions indirectes. Aimé fut un très bon élève. Et le poète garda toute sa vie le souvenir de la petite maison qui sentait très mauvais dans une rue étroite, une maison minuscule qui abritait en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats. Entre un père grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle, disait-il, et une mère qui faisait des travaux de couture pour boucler les fins de mois et dont les jambes pédalaient de jour et de nuit, l'enfant dévorait tous les livres. À la fin de la terminale, ses résultats étaient si brillants que son professeur de géographie l'incita à s'inscrire en Hippocagne et à préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure.
Muni d'une bourse, il quitta la Martinique pour Paris. Étouffant dans la société coloniale, il vécut ce départ comme une libération. En sortant de chez le proviseur de Louis le Grand, il tomba sur un jeune Sénégalais, élève en Cagne. Il s'appelait Léopold Sédar Senghor. Une amitié se noua. Nous ne nous disputions jamais parce que nous nous aimions profondément et que nous nous sommes formés l'un l'autre. Une fois de plus, sa scolarité fut parfaite. Dans son dossier de bourse, le proviseur écrit simplement « conduite très bien, travail très bien, aptitude très bien, caractère très bien, moralité très bien ». Mais il n'était pas très assidu au cours de philo. S'attirant de son professeur, cette inscription sur son bulletin de notes n'a fait que de très courtes apparitions en classe. À l'école normale, sa personnalité ne cessa de s'affirmer. Après une leçon sur Marivaux, son professeur eut ce commentaire: « Quant à l'élocution, mon Dieu, une force de la nature. Bien que, disait-il, il fût enroué, j'ai craint pour les vitres. » Un autre le définira d'un seul mot, poète. Un poète qui voulait expliquer La Fontaine en le comparant aux fabulistes africains. Une question le hantait: qui suis-je? Qui sommes-nous dans ce monde de blanc? Question qui en appelait aussitôt d'autres: que dois-je faire? Qu'est-il permis d'espérer? Il l'a dit, il ne veut pas être comme ces Noirs américains qu'il croise à Paris avec leurs costumes et leurs chapeaux melons qu'il trouve ridicules. Il ne veut pas se déguiser, il ne veut pas jouer la comédie, il ne veut pas non plus raser les murs, se faire tout petit. Avec son ami Damas, le poète guyanais, avec son ami Senghor, il invente la négritude, cette quête d'identité, ce réenracinement qui prépare la grande émancipation des peuples colonisés. Il disait: comment mesurer le chemin parcouru si l'on ne sait ni d'où l'on vient, ni où on veut aller. Et en 1956, lors du premier congrès international des écrivains et artistes noirs, il disait: nous sommes là pour dire et réclamer, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Ce combat allait être le combat de toute sa vie. Ses études achevées, il fut affecté à Fort-de-France comme professeur de lettres au lycée Schœlcher. En mai, il avait envoyé à son éditeur la première version du cahier d'un retour au pays natal. On était en 1939, pied de nez du destin sur le chemin du retour. Le paquebot Le Bretagne, qu'il avait emmené en Martinique, fut coulé par un sous-marin allemand. Commencèrent alors des années sombres. Sous l'emprise de Vichy, le régime colonial se durcit. Dans les Antilles, la résistance, que l'on appelle là-bas la dissidence, la résistance, la dissidence, furent magnifiques et la France libre y trouva ses combattants parmi les plus déterminés et les plus courageux. Et c'est alors qu'à la tyrannie, Césaire opposa la poésie. Il la fit entrer en dissidence. Avec sa femme Suzanne et quelques amis, commença alors l'aventure de Tropique. Et ce commencement se fit par ces mots inoubliables: où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent, le cercle d'ombre se resserre. Parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves, pourtant nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous. En 1941, André Breton, de passage en Martinique, ouvrit un numéro de la Revue. André Breton écrit: « Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ce qui était dit là, c'était ce qu'il fallait dire, non seulement du mieux, mais du plus haut qu'on put le dire. » En 1943, la censure s'abattit sur les Tropiques, qui cessa de paraître. En juin, la Martinique se soulevait. Le 2 juillet, sa libération était achevée. Le 14, elle rejoignait la France libre. En 1944, Aimé Césaire se rendit à Haïti. Alors après commença une autre vie. À celle du poète vint se superposer celle du maire et du député.
lui imposant un incessant aller-retour entre la poésie et la politique, au fond entre l'absolu et le relatif, entre l'imaginaire et la réalité. La politique, il y est venu presque par hasard, mais il se sentit toujours comptable de l'espérance que les Martiniquais avaient placée en lui. Le plus beau combat de cette vie politique, celui peut-être où il a été le plus grand, fut le combat qu'il engagea et qu'il gagna pour la départementalisation. Et lui qui avait tant combattu l'idée d'assimilation, mit le mot départementalisation à la place, il en fit l'instrument de la décolonisation qu'il appelait de toutes ses forces. Le peuple martiniquais ne voulait pas l'indépendance, il voulait l'égalité des droits. Aimé Césaire le comprit. Il disait « On ne fait pas le bonheur d'un peuple malgré lui, on ne choisit pas pour un peuple, on peut faire mûrir l'idée dans un peuple, mais en définitive, c'est le peuple qui doit choisir. » Il disait aussi « Une nation n'est pas une invention, c'est un mûrissement. » Grand il le fut en 1950, lorsqu'il jeta à la face du monde les mots terribles du discours sur le colonialisme. Chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée, un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, eh bien il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, il y a une régression universelle qui s'opère, il y a une gangrène qui s'installe, il y a un foyer d'infection qui s'étend. Grand il le fut en 1956, lorsqu'il romput avec le Parti communiste, au moment où les chars de l'armée rouge s'apprêtaient à écraser l'insurrection hongroise. Certains se souviennent de la lettre qu'Aimé Césaire adressa alors à Maurice Thorez. « Monsieur le secrétaire général, nous ne voulons plus donner à personne délégation de penser pour nous, délégation de chercher pour nous. Nous ne pouvons désormais accepter que qui que ce soit se porte fort pour nous. » Reprenant sa liberté de penser, il fonda le Parti progressiste martiniquais. Grand, cet homme de gauche qui ne voulait être prisonnier d'aucun parti, pas même du sien, il le fut quand il choisit en 1958 de dire oui à la Constitution de la Ve République. À Malraux, venu défendre le oui à la Martinique, il déclara « Je salue en votre personne la grande nation française à laquelle nous sommes passionnément attachés. » Comme toujours, c'était son cœur qui parlait, car Césaire, le Martiniquais, aimait la France. La France qu'il aimait, c'était celle dont Malraux disait qu'elle est toujours plus grande lorsqu'elle l'est pour les autres que lorsqu'elle l'est pour elle-même. La France qu'il aimait, c'était celle de l'abbé Grégoire et de Schœlcher. C'était celle de la Révolution et des droits de l'homme, celle qui avait jeté au milieu des peuples les beaux mots de liberté, d'égalité, de fraternité, celle qui avait dit à tous les peuples « Désormais, le bonheur est une idée neuve. » À aucun moment de sa vie, Aimé Césaire ne parla contre la France. Mais il dressa sans cesse la meilleure part d'elle-même contre tout ce qui, en elle, menaçait à ses yeux de l'avilir. Aux censeurs de Vichy, qui avaient décidé d'interdire Tropique et qui jugeaient ses auteurs racistes, sectaires, révolutionnaires, ingrats, traîtres à la patrie, empoisonneurs d'âme. Il avait répondu « empoisonneur d'âme, mais comme Racine. Ingrat et traître à la patrie, mais comme Zola. Révolutionnaire comme Hugo. Sectaire comme Rimbaud. Raciste, oui, du racisme de Toussaint Louverture, contre celui de Drummond et de Hitler. » À vrai dire, Aimé Césaire n'a jamais cessé de pousser la France à faire son examen de conscience. Qu'a fait l'enfant de l'école républicaine, l'élève exemplaire, qui illustra si bien ce mérite que les républicains de jadis avaient placé au cœur même de l'égalité, sinon nous demander des comptes sur notre manière de tenir les promesses faites au nom de la République. Il rejetait l'assimilation quand elle se confondait avec ce qu'il appelait un génocide culturel. Comment ne pas l'entendre aujourd'hui? Car s'il y eut jadis une assimilation de combat
comme il y eut une laïcité de combat, l'idéal de la République ne peut pas être la négation des identités singulières. Cet idéal ne peut être que l'enrichissement de ces identités par la prise en charge en partage d'une histoire, d'une culture, de valeurs qui viennent s'ajouter et non remplacer ce que chacun a hérité de sa propre histoire. Ne nous querellons plus sur les mots. Cet idéal Aimé Césaire, si profondément martiniquais et si profondément français en même temps, en fut la plus belle incarnation. Il ne voulut pas l'indépendance dont les Martiniquais ne voulaient pas et dont il savait qu'elle serait un déchirement et peut-être même une tragédie, mais il voulait que l'on reconnût le droit à l'indépendance du peuple martiniquais parce que pour lui, la Martinique, ancienne colonie peuplée de descendants d'esclaves, n'était pas une province comme les autres. Elle était ce pays qui, pendant des siècles, avait crié de douleur. Comment ne pas le comprendre? Chez ce poète qui écrivait en français des poèmes antillais qui s'adressaient à tous les hommes, nulle revendication communautariste, nulle tentation de l'entre-soi, nul désir de séparatisme, nulle demande non plus de réparation, pour une raison simple, pour Aimé Césaire, le crime était irréparable. Et il disait, devant l'histoire, il ne faut pas seulement dire victime, victime, il faut choisir son destin. Question de dignité. Mais il voulait que la décolonisation devienne une réalité dans les faits et dans les têtes. Il voulait l'égalité réelle des droits, mais il voulait que la Martinique cessât d'être seulement consommatrice pour devenir productrice. Il voulait que les Martiniquais puissent vivre de leur travail et non de l'assistance, question de dignité. Il souhaitait que la République une et indivisible fît en son sein une place particulière à la destinée de ce peuple déraciné, transplanté, meurtri par l'histoire. Il réclamait qu'on lui reconnût cette dignité d'avoir enfin le droit, après des siècles de servitude, de choisir librement de rester française. Question toujours de dignité. Que voulait-il au fond, sinon que la nation soit réellement un plébiscite de chaque jour? Que demandait-il sinon que la République prit en compte la complexité humaine comme il le faisait lui-même? À propos du créole, il disait « Le créole, c'est le français appréhendé par des oreilles africaines ». Et il racontait cette histoire que j'aime beaucoup. Un jour, visitant une école, il rencontra une femme et il lui dit « On va enseigner le créole à l'école, êtes-vous contente ?» Et la femme lui répondit « Moi, contente? Non. Parce que si j'envoie mon enfant à l'école, ce n'est pas pour lui apprendre le créole, mais le français. Le créole, c'est moi qui lui enseigne, et chez moi. » Et Aimé Césaire en fit le commentaire suivant. Il y avait chez cette femme une part de vérité. Au fond, nous sommes des gens complexes, à la fois ceci et à la fois cela. Il ne s'agit pas de nous couper d'une part de nous-mêmes. Aimé Césaire connaissait bien la France. Senghor avait dit « Nous sommes des métis culturels. La négritude n'est pas une table rase, mais un retour à la source. » Que demandait-il au fond, Aimé Césaire? Sinon que la République cessât de confondre unité et uniformité, et qu'à tous ces grands principes, elle joignit toujours celui du respect. Respectez-moi. À ce moment-là, nous sommes frères. Voici la fraternité. Comment rester sourd à cet appel à être les plus fidèles possibles à nous-mêmes? Par-delà la mort, sa voix puissante, nous parle encore. Pour combien de temps? La parole politique, comme toutes les paroles politiques, finira par s'éteindre avec le souvenir des combats anciens, sauf sans doute le discours sur le colonialisme, parce qu'il n'est pas un discours politique, puisqu'il est une leçon de morale. La poésie, elle, restera vivante, à n'en point douter. Il a parlé de la recherche du mot de passe, de la connivence et de la puissance. Il trouva ces mots de manière magnifique. Ces mots pesaient sur le malheur, ces mots pesaient sur le mystère,
Ces mots, les mots d'Aimé Césaire, qui ont rendu à une partie de l'humanité l'identité qu'on lui avait arrachée et la dignité qu'on lui refusait. Ces mots lui ont permis de vivre debout et libre. Ces mots sont écrits en français par un poète martiniquais. Eh bien oui, la France ne peut être fidèle à elle-même qu'en répondant à l'appel des mots d'Aimé Césaire. C'est la promesse qu'elle se fait aujourd'hui à elle-même en inscrivant le nom d'Aimé Césaire sur les murs du Panthéon, à côté de ceux de l'abbé Grégoire et de Schœlcher. Et en lisant son nom, le nom d'Aimé Césaire, chacun en tendant l'oreille, entendra peut-être murmurer sous la voûte du Panthéon ces paroles lourdes de sens, les paroles d'Aimé Césaire. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout dans le sang, debout et libre. Je vous remercie.